Plusieurs me connaissent comme producteur de musique, d'autres comme conférencier, d'autres comme homme de famille, père, mari, d'autres comme entrepreneur. Mais ceux qui me connaissent vraiment savent que tout n'a pas commencé comme ça. Lorsque j'étais pas encore né, toute ma famille était en République démocratique du Congo, RDC. Toute ma famille était là-bas. Ils ont grandi là-bas, en RDC. Et, comme vous savez peut-être, il y a eu le plus gros génocide de l'histoire, 1995, et ça a continué. Et même jusqu'à aujourd'hui, des choses se passent. J'entrerai pas là-dedans, ça serait trop long. Mais il y a eu plus de 6 millions de morts. C'était horrible. Donc mes parents ont dit, il faut partir. Donc ils sont partis dans un pays voisin qui était le Kenya. Et c'est là que je suis né. Je suis né au Kenya, toujours en 1995. Ils se sont dit, est-ce qu'on retourne au Congo ou on va ailleurs? Puisque c'était encore dangereux. Ils ont fait des demandes pour aller en France et une autre pour aller au Canada. Ils se sont dit, le premier qui répond, on y va direct. Le premier qui a répondu, eh bien, c'est le Canada. Donc, on est arrivé ici, toujours en 1995. J'avais à peu près 7 mois. Je suis arrivé ici tout petit. Il faut comprendre que toute ma famille, j'ai un grand frère, deux grandes sœurs, ils ont quand même grandi là-bas. Mes parents ont grandi là-bas. Le reste de la famille est là-bas. La culture, l'éducation est là-bas. Mais moi, j'arrive ici, 6 mois, donc je grandis ici avec cette culture d'ici, les amis d'ici, les proches, ou mes frères, ou les familles, si je peux dire ça, mes amis proches, ici. Donc, il y a eu quelque chose que moi j'appelle un clash culturel. Donc, j'apprends des choses à l'école, à la maison, c'est une différente culture, c'est différentes choses. Il y a eu comme un clash culturel que j'ai ressenti beaucoup et qui m'a affecté à l'école. J'ai eu des difficultés d'apprentissage, peut-être vous le savez, peut-être vous ne savez pas. J'avais de la misère à l'école, surtout en lecture, écriture, français. Français, le français m'a saoulé. Ah, les cours de français. Communication, écriture, lecture, mais surtout lecture et communication. J'ai eu plein d'échecs. L'école primaire, ça n'a pas été facile. Ce qui a fait que fallait que je me tourne vers quelque chose. Je me suis tourné vers une passion que j'ai développée très jeune, qui était le basket, bien sûr. Je me suis tourné vers le basket. Le basket, c'était ma vie. Je m'habillais en basket. Je regardais du basket. Tout ce que je voulais faire, c'était le basket. Donc, au moins, je me tournais vers quelque chose qui me gardait accroché. Mais, les difficultés d'apprentissage étaient là, donc j'ai eu plusieurs échecs. Et ça a fait en sorte que j'ai échoué mon primaire. Ouais, j'ai échoué mon primaire. Plusieurs peuvent trouver ça drôle, rire. Comment tu peux échouer ton primaire? J'ai échoué mon primaire. On m'a placé en classe spécialisée. Donc, il a fallu que j'aille dans ces classes-là avec une dizaine d'élèves. Tout le monde était en régulier, tous mes amis étaient en régulier. Moi, j'étais dans cette classe-là. Je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je pourrais réussir? Durant cette période-là, j'ai eu un gros manque de confiance en moi-même qui s'est juste développé. Juste par rapport à ça et par rapport à mes difficultés que j'avais. Français, j'arrivais pas, mais tout le monde arrivait. Et je me demandais, mais pourquoi? Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'au secondaire, j'ai eu aussi des difficultés. Je suis allé dans 3 écoles secondaires différentes. J'ai commencé par ben, Pierre Brosseau, qui s'appelle maintenant Lucine Tistel, ou je sais plus trop, qui est devenue une école privée. Mais c'était pas privé du tout, ça je peux vous dire. Et j'ai commencé là. L'année suivante, je me suis dit, je vais aller dans une école de basket qui s'appelle Saint-Jean-Baptiste, qui est plus une école de basket maintenant. Les choses ont tellement changé. C'est plus une école de basket maintenant, mais c'était une école concentration basket. Je suis allé là, je me suis dit, basket c'est ma passion, je vais continuer. Et bien, après cette année-là que j'ai fait, c'était un peu compliqué niveau académique et aussi niveau comportement. Ils ont dit, toi l'année prochaine, tu reviens plus ici. Retourne dans ton école locale. Donc, j'habitais à Brossard, il fallait que je retourne dans une école à Brossard. Eh bien, je suis arrivé à l'école Antoine Brossard. Et j'ai eu le privilège, il y a quelques jours, de retourner à l'école Antoine Brossard, voir un peu à quoi ça ressemblait et juste me rappeler de tout ce que j'ai vécu là-bas. Donc maintenant, je vous amène avec moi dans un petit segment à Antoine Brossard. Let's go.
Là, on a l'école Antoine Brossard, mon école secondaire là où tout a commencé. Let's go. Je suis tellement content d'être ici, bro. I'm back. Alors, on va aller voir gymnase, où est-ce que je fais des ateliers beatmaking et tout ça. Vous allez voir parce qu'il y a plein d'histoires qui accompagnent toutes ces pièces-là. Let's go. Oh, ça, là, c'est les prix. Je me souviens, j'ai reçu ça 2013, 2012-2013. C'est le prix joueur par excellence. Ils donnaient ça à certains élèves de l'école. J'avais quelques difficultés à l'école, mais le basket, comme je dis, c'était toujours ma passion. Le basket était ma passion. Et j'ai reçu ce prix-là, ça m'a tellement donné confiance. Juste ici, mon nom est là. That's crazy. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je continue, donc je peux aller plus loin. Donc on va aller au gym, puis on va continuer. Je suis arrivé ici en secondaire 2 et je me disais dans ma tête, je vais continuer avec le basket, je vais embarquer dans l'équipe et en finissant mon secondaire, j'irai plus loin jusqu'à aller peut-être dans la NBA. C'était ça mon but. Je suis venu pour ça ici. L'école, c'était plus dur. Difficulté d'apprentissage était toujours là. Donc, j'ai échoué mon secondaire 2. J'ai dû faire des cours d'été pour aller en secondaire 3. J'ai échoué mon secondaire 3. J'ai dû faire des cours d'été pour aller en secondaire 4. J'ai échoué mon secondaire 4. J'ai dû faire des cours d'été pour aller en secondaire 5. Et c'est à partir de secondaire 5 que j'ai demandé vraiment beaucoup d'aide pour pouvoir y arriver. Mais juste avant ça, durant mon parcours, précisément secondaire 2, secondaire 3, plus secondaire 3, secondaire 4, si je me trompe pas, avec mon équipe, ici même, on a remporté pour la première fois dans l'histoire d'Antoine Brossard les 2 premières médailles d'or en basket. C'était la première année qu'on gagnait et la deuxième année que j'étais là, on a gagné encore une fois. C'était incroyable, beaucoup de choses se sont passées et ça m'a vraiment donné l'envie d'aller plus loin avec le basket et plusieurs autres gars dans mon équipe aussi. Donc ça a été notre processus. Pour ma part, j'ai voulu aller plus loin avec le basket, mais ça n'a pas fini comme ça, beaucoup de choses sont arrivées. Moi, si on m'aurait dit là, que dans 10 ans, 11 ans, j'allais avoir un bébé, j'allais avoir une femme, j'allais revenir ici, j'allais être stable, j'allais être sérieux, si je peux dire ça. J'aurais jamais cru à ça. Et là, je suis là, avec la femme de ma vie, avec notre nouveau petit bébé, notre autre fille qui est là, et toute une famille. On est dans tellement de belles choses, des belles expériences qui sont passées. Quand je repense à la mentalité que j'avais ici, ah, je suis en train d'échouer. J'avais ce mindset, ah, je suis en train d'échouer mes cours, je joue mon basket, mais les cours, ça va mal, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va m'arriver? Ah, vous êtes là. Je venais ici, je faisais rien. Je me disais, moi, c'est le basket. Qu'est-ce que je vais apprendre dans un cours de musique? Je me focusais juste sur le basket. Mais là, aujourd'hui, je me retrouve ici. Non seulement en train de donner des cours de musique, non seulement je négligeais ça, et je me disais à quoi ça va me servir, et je me retrouve en musique, mais quelques années plus tard, je me retrouve à former des gens ici en production musicale. Qui l'aurait cru? Faut comprendre que le basket était ma passion et c'est ça que je voulais faire plus tard. Donc, arrivé au cégep, première année du cégep, je me suis dit, je vais m'inscrire en basket, je vais jouer. J'ai commencé à jouer en basket et ce qui est arrivé malheureusement, si je peux dire ça comme ça, c'est que je prenais trop le basket au sérieux. Je sais que c'est bon de rester focus. Je partage tout dans ça. Soit focus, soit déterminé, soit passionné, fonce. Mais il faut prendre soin de soi-même aussi. Chose que j'ai pas fait. Je négligeais beaucoup ma santé. Je négligeais beaucoup le repos, me reposer physiquement. Donc, je jouais au basket, je m'entraînais. Je me souviens même, première fois que j'ai dunké, même 2 fois dans la même journée, c'était justement au cégep, j'avais 18 ans. Je suis 5 pieds 6, mais quand même, les gens étaient étonnés, ils ne croyaient pas. Et j'ai dunké. Et je me sentais vraiment à mon meilleur. Je m'entraînais, je m'entraînais. Eh bien, ce qui est arrivé, c'est que trop d'entraînement accumulé ont fait en sorte que j'ai commencé à avoir des douleurs à mes genoux. Des douleurs que ceux qui me connaissent savent, j'avais ça depuis longtemps. Depuis le secondaire, au basket, j'avais toujours un protège, quelque chose que je mettais à mon genou parce que j'avais des douleurs. Ben ça s'est juste empiré rendu là. Et je prenais pas ça trop au sérieux. Ça s'est rendu à l'autre genou. Ça a commencé à devenir difficile de jouer au basket, de bien performer. Et je me souviens même, mon entraîneur quelquefois m'a juste mis assis sur le côté, juste pour me faire comprendre que
Oui, t'es bien, bon basket, t'es passionné, t'es là dans toutes les pratiques, mais on peut pas te mettre sur le terrain si t'es comme ça. Donc des fois, j'étais assis sur le banc, je me posais des questions, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va m'arriver? Et en discutant avec mes amis, j'ai commencé à avoir des mauvaises pensées. Ils me mettaient des paroles dans la tête en me disant, les problèmes de genoux, là, c'est des problèmes sérieux dans le basket. Si t'as ça, tu penses vraiment que tu vas arriver aussi loin? Toutes des paroles comme ça qui me sont rentrées dans la tête. J'essaie de pas écouter, continuer à m'entraîner. Ça a juste empiré, empiré. Ce genou-là, l'autre genou, on va vérifier. Toutes sortes de problèmes. Au final, j'ai commencé à écouter ces commentaires-là, les suivis qu'on a fait sur mes genoux. J'ai pris tout ça et je me suis dit, je pense que je ne vais pas y arriver. Et j'ai pris la mauvaise décision à partir de ce moment-là de tout lâcher. J'ai lâché le cégep, j'ai lâché le travail dans lequel j'étais, j'ai lâché le basket littéralement. Je me suis dit, ça me sert à quoi de jouer? Moi, je voulais aller dans la NBA. C'est soit le basket ou rien. Si le basket ne peut pas réussir et que j'ai des échecs partout dans mes cours, dans toutes mes affaires, ça me sert à quoi d'aller à l'école, de travailler, de faire tout ça? J'ai tout lâché. Une chose à comprendre, c'est qu'il ne faut jamais prendre une décision permanente sur un sentiment temporaire. C'est l'erreur que j'ai faite. Ce sentiment-là était temporaire. Je me sentais découragé. Je sais pas pour toi, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où je me lève le matin, je me sens un peu découragé. Je sais pas si je peux y arriver. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je pense que si tu es honnête, toi aussi. Moi, lorsque j'ai eu ce moment-là, j'ai fait l'erreur de prendre une décision permanente sur ce sentiment-là qui était temporaire. J'ai tout lâché. Et pendant une année, j'étais chez moi à rien faire. Une deuxième année, j'étais chez moi à rien faire. Une troisième année, j'étais encore à la maison à rien faire. Emprunter de l'argent à mes parents. Être là, assis, rien faire. Pas d'éducation supérieure. Rien du tout, juste rester là. Et de me dire, moi, c'est basket ou rien. Toujours cette mentalité-là. Après ces 3 ans, comme j'ai dit, c'est temporaire. Ça a pris 3 ans. Je me suis dit, ok, je vais chercher quelque chose, je sais pas. Je vais au moins chercher quelque chose. Et l'élément déclencheur, parce que les gens me demandent souvent, mais comment t'as passé d'un mindset de dire, ah, tu peux pas réussir à, ok, je vais essayer quelque chose. Eh bien, il y a plusieurs situations qui sont arrivées, dont une que je me souviens très bien. J'étais à la maison et j'ai eu une discussion ou une conversation avec mes parents et ils m'ont fait comprendre qu'il faut que j'avance dans ma vie, je dois faire des choses. Je peux pas rester à la maison comme ça sans rien faire. Les parents africains, là, quand ils disent quelque chose, c'est sérieux, il faut écouter. Donc, je me suis dit, ok. Plusieurs savent pas, mais je suis allé le soir. Je me suis dit, tu sais quoi, moi je vais juste partir d'ici. On va pas me dire quoi faire là tous les jours. J'ai cherché un appart. Je dis, moi le lendemain, je m'en vais. Le lendemain, je m'en vais. Je vais voir l'appart. Je rentre dans l'appart avec un de mes amis. On est là, on se dit, ah, on va faire ça, yes, on va partir notre vie. Laisse faire les parents et toutes ces histoires, on va faire notre vie. J'arrive, je rencontre les propriétaires, ils disent, ah oui, est-ce que vous avez des assurances? Hydro-Québec et... J'ai dit, Hydro quoi? Assurance de quoi? Je savais pas c'était quoi, assurance Hydro-Québec. Mes parents payaient tout. Eh bien, ce qu'il faut comprendre là, c'est... Il n'y a pas d'indépendance sans connaissance. Moi, c'est quelque chose que je me répète souvent aujourd'hui. Pas d'indépendance sans connaissance. Je croyais que je pouvais avoir mon indépendance, aller vivre ailleurs, faire les choses que je voulais, sans connaissance, sans perfectionnement, sans formation, sans développement dans un domaine quelconque. Je suis parti, j'ai vu l'appart, j'ai parlé au propriétaire. Le lendemain, je suis revenu. Je suis revenu direct, je me suis dit, et c'est pas aussi facile que ça. Donc, au final, je regarde ce moment-là et je me dis, mais à quoi je pensais? Et très souvent, on fait ça, on prend les décisions, coup de tête comme ça, on se dit, ah, on va faire ça tout seul. Tout seul, peut-être que tu peux avancer, mais avec de l'aide, avec du support, avec des formations, avec de l'entraînement, tu peux aller beaucoup plus loin. Donc, suite à mon retour à la maison, je me suis dit, ok, je vais essayer de chercher de la connaissance dans un domaine quelconque. J'ai découvert qu'il existait des domaines en musique.
pouvais faire carrière de musique. Et un endroit qui m'a beaucoup aidé, c'est le Carrefour Jeunesse Emploi, CIJAD, à Longueuil, que je remercie tout le temps. Ils m'ont beaucoup aidé dans ce processus-là. Donc, j'ai découvert qu'il existait des domaines en musique. J'ai commencé petit à petit à reprendre cette passion pour la batterie que j'avais depuis longtemps. Je jouais à la batterie depuis que j'avais 10 ans. J'ai commencé à reprendre cette passion, chercher des études, chercher des choses. Et j'ai découvert le domaine de production musicale, ingénieur de son. Un de mes amis aussi m'a laissé son laptop. J'ai pris son laptop et j'ai commencé à essayer de jouer dedans, dans un logiciel qu'il y avait dedans, FL Studio. Et ceux qui me connaissent aujourd'hui comprennent que je passe mes journées sur FL Studio maintenant. Mais à ce moment-là, je ne savais pas. J'avais 21, je crois, 21, 20, 21. Et c'est la première fois que je voyais ça, FL Studio, c'est quoi ça? Je commençais à faire mes productions, premières productions. Et arrivé, après un certain temps, plus précisément le 1er janvier 2018, je me suis dit, je me lance à temps plein. J'aime trop cette affaire-là de production musicale. Donc je suis allé dans un studio à Montréal, Makeway Studio, le premier studio qui m'a accueilli. J'ai loué un petit local où est-ce que j'ai installé mes affaires et j'ai commencé la production musicale. 1er janvier, c'était ma résolution, je l'ai fait. J'avais pas vraiment de clients, mais ça a été une décision que je sentais dans mon cœur et je l'ai juste fait, sans vraiment savoir qu'est-ce que ça allait apporter. Bien, une des choses qui est arrivée, c'est, comme j'ai dit, je suis arrivé le 1er janvier, et 12 jours après, je rencontre une jeune femme magnifique, merveilleuse, splendide, qui s'appelle Camille Mbaya, qui est ma femme aujourd'hui. Imagine si j'aurais dit, faut que j'aille payer un local, production musicale, je connais pas ça, est-ce que je vais vraiment avoir des clients? Imagine, j'aurais hésité, j'aurais peur. Peut-être que je l'aurais jamais rencontré. Donc des fois, il y a des décisions que oui, il faut calculer, c'est bien, mais lorsque tu sens vraiment dans ton cœur et tu sais que ça vient avec des bonnes intentions et que tu as consulté certaines personnes, ils savent que ouais, ça on voit ça en toi, on sait que tu peux y arriver. Tu as consulté, tu as des mentors, tu as des gens qui t'entourent, des gens qui te conseillent. Il y avait des gens qui me conseillaient, qui pouvaient m'aider à prendre cette bonne décision. Donc je me suis dit oui, c'est risqué, mais avec cette aide-là, avec cette conscience que j'avais, je me suis dit pourquoi pas essayer. Juste essayer. Donc ça, c'est une des choses qui est arrivée. Aussi par la suite, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, j'ai rencontré plusieurs artistes. Tellement d'artistes ici à Montréal, d'autres qui venaient d'ailleurs, de France, qui venaient ici travailler, rencontrer en studio. Tellement de projets se sont faits. Ça m'a donné envie de vraiment me consacrer dedans. Donc je suis retourné aux études en 2019 pour me former à l'Institut RAC comme ingénieur de son pour avoir vraiment le côté technique de tout ça et prendre ça un peu plus au sérieux, si je peux dire ça. Donc ça a commencé comme ça. Par la suite est arrivé les ateliers dans les écoles. Avec l'aide de ma femme, on s'est mis ensemble. On a commencé ce mouvement qui j'appelle aujourd'hui Motivation Passion, mais qui s'appelait... il y avait plusieurs noms. Il y avait plusieurs noms au fil des années. Aujourd'hui, ça s'appelle Motivation Passion. Mais c'est ça, des ateliers parascolaires qu'on a commencé petit à petit. Par la suite, les conférences ont commencé. Et vous voyez aujourd'hui toutes les conférences qui sont arrivées un peu partout. Et plusieurs voient ça et se disent, ouais, ce gars-là, c'est un conférencier, il communique. Mais vous ne savez pas à quel point je ne suis pas un conférencier et je ne devrais même pas me tenir devant pour parler. Communiquer, parler en public, c'est tellement pas mon affaire. Certains savent de quoi je parle. Donc, pour être plus précis, en 2020, c'est là que quelques opportunités et invitations ont commencé. Benjamin des Jeunes, Carrefour Jeunesse ont voulu m'inviter pour des activités, des ateliers, des choses comme ça. Et on les approchait aussi, on était intéressés à avoir des partenariats. Mais il y a un Carrefour Jeunesse, CJE Marguerite Duville, je les oublierai jamais. Ils ont organisé un événement pour les jeunes. Et moi, je me suis dit, je vais m'impliquer, ça va être bien. Et en parlant avec l'organisatrice de l'événement, elle a dit, on va le faire plus en style conférence. Et moi, j'aimais bien regarder des conférences, des conférenciers, mais j'ai jamais fait ça. Moi, je peux pas faire ça, moi. Eh bien, avec discussion avec elle, on a finalement dit, OK, on va le faire.
Elle m'a dit, écoute, ça va être sur Zoom, c'est en pleine pandémie, 2020, tout est fermé. Bon, personne ne va te regarder, ça va être un truc relax. Donc je me suis dit, ok, pour une première fois, je peux faire ça, ok, on va essayer. J'arrive, j'ouvre mon laptop, tout le monde ouvre leur écran et me regarde comme ça. Je me dis, dans quoi je me suis embarqué? Ah, je sais que c'est derrière un écran, mais c'est quand même des gens qui me regardent. Et moi, la communication en public, j'avais jamais fait ça. Donc, je me suis automatiquement senti mal à l'aise, un peu gêné, timide. Et juste de me dire, faire ça, moi, c'est sûr, ça va pas donner quelque chose de bon. Pour être honnête avec vous, ça a été enregistré. Quand je réécoute, je me dis, waouh, c'était. Ça laisse à désirer. Mais étonnamment, j'ai fait cette petite conférence qui était plutôt une conversation. Donc, on me posait des questions, je répondais pendant environ 45 minutes. J'expliquais des choses, je parlais, je donnais quelques petits points. Et au final, au fin de la conférence, je me suis dit, mais c'est la première fois que je parle aussi longtemps que ça. Premièrement, à des inconnus, mais juste, deuxièmement, juste en public comme ça, en termes de conférence. Première fois que je fais ça. Donc à la fin, je suis en train de suer, je me dis, ok, waouh, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Et les gens me regardent et disent, ah merci pour ce que tu as fait, c'est bien, c'est bien. Moi, je suis content, je me dis, waouh, c'est bon, c'est bon. Mais, il y a un commentaire que j'ai reçu qui m'a marqué et que je ne vais jamais oublier. Il y a un monsieur qui était là, avec sa femme, je crois, et il y avait un jeune qui était là juste comme ça en train de regarder la conférence. Et le jeune était tout dans l'émotion. Je me rappelle, j'en parlais avec l'intervenante après. Mais il était vraiment dans l'émotion. Je regardais pas trop les visages des gens, mais apparemment, durant tout le long de la conférence, il était très attentif. Il était dans l'émotion, il prenait des notes. Il m'a montré une feuille de notes qu'il a pris de ce que je disais. Et à la fin, les parents m'ont regardé et ont dit « Vraiment, merci beaucoup pour ce que tu viens de faire pour notre fils. Il a vraiment appris beaucoup. » C'est un jeune qui était très découragé. Il est juste venu parce que ça parlait de musique. Il s'est inscrit, il a participé à cette activité. Mais on a vraiment aimé la manière que tu communiquais, ton calme, la douceur. On a vraiment aimé ça. Et là, j'ai dit, pardon? Je me suis dit, on va peut-être, attends, il vient de dire calme, douceur, juste la manière tranquille que j'ai communiqué. Et ça m'a ramené en arrière, juste de me rappeler que depuis que j'étais jeune, avec mes difficultés d'apprentissage, je m'éloignais de tout le monde. Je me sentais différent des autres. Et aussi tous les échecs que j'ai eus. J'arrive au secondaire, classe spécialisée, je réintègre le régulier, mais je suis le plus vieux dans mes classes. Et j'ai des échecs, comme j'ai dit, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4. Je suis plus vieux dans ma classe, mais c'est moi qui ai des échecs. Ceux qui me connaissaient savent, j'étais vraiment quelqu'un d'introverti. Je voulais pas parler trop aux gens. À cause de tout ça. Et tous les jugements que je recevais et que je sentais du regard des autres. J'étais très introverti. Et les gens utilisaient un terme pour associer moi. Ils disaient, ah oui, lui il est bon basket, mais il est calme, là, il parle pas. Ah ouais, lui, ouais, on connaît, mais il parle pas trop. Plusieurs fois, c'est arrivé qu'on m'a dit des choses comme ça. Même une fois, lors d'une conversation, c'était un souper comme ça. Je donnerai pas trop de détails, pas que la personne se reconnaisse. Mais c'était comme un souper. Quelqu'un sur la table est venu, a dit, ah, Justin, cette personne a voulu me poser une question à moi. Donc, moi qui n'aime pas parler dans des contextes publics, je me dis, ok, je vais répondre. On m'a posé une question, je vais essayer de parler, je vais répondre. Donc, je viens pour commencer à répondre. Et une autre personne qui me connaissait a dit, ah non, Justin, lui, il parle pas, là, il est trop calme. Et là, la personne a commencé à répondre à la question. Donc, juste cette parole-là m'a tellement affecté. D'autres paroles que j'ai reçues comme ça au travers de mon parcours m'ont tellement affecté. Ça a juste fait en sorte que je suis devenu quelqu'un de timide. Et j'ai associé mon calme à la timidité. Pourtant, ça n'a rien à voir. J'ai dit, ah, je suis quelqu'un de calme, donc je suis devenu timide. Et ce jour-là, lorsque cette personne a dit, eh bien, ton calme, on a aimé ça, ça nous a aidés. Je me suis dit, mais au final,
si ce calme-là qui est dans ma personnalité a pu aider une personne, mais combien d'autres personnes ça peut aider? Et c'est à partir de là qu'on a vraiment commencé à bien créer le mouvement qu'on appelle aujourd'hui Motivation Passion, ma femme et moi. Et depuis 2020 jusqu'à maintenant, on a donné des conférences un peu partout. Ici aussi, un peu partout, dans les écoles, Gérard Filion, André Laurando, Monseigneur Parent, l'Agora, Antoine Brossard, des conférences, des ateliers, même jusqu'à Ottawa, Gatineau, dans d'autres écoles aussi, Laval, la table d'éducation d'Ottawa. Tellement de conférences ont été faites devant 5000 personnes, devant 300 jeunes, quelques groupes de jeunes que je rencontre, que je vois, je parle avec eux, 800 jeunes dans une autre école, Mirabel, je sais même pas c'est où, si c'est là, si c'est là. Donc, tout ça a été fait et je l'aurais pas fait si j'aurais gardé tous ces commentaires qu'on me disait « Ah, t'es trop calme, tu peux pas parler. » Donc au final, ce qu'on disait comme une faiblesse est devenu une force. Et c'est souvent ça que les gens font. Ils vont te regarder, ils vont juger. Ils vont prendre quelque chose de toi, pointer comme une faiblesse, te critiquer, te critiquer. Et là, tu gardes ça à l'intérieur de toi. Et ça fait de toi quelqu'un, je sais pas, de timide, quelqu'un qui veut pas sortir, quelqu'un qui veut pas être en relation, quelqu'un qui veut pas s'exprimer, quelqu'un qui veut pas démarrer une entreprise parce que on a dit quelque chose sur toi. Ah. Pour ma part, c'était ça, ça m'a gardé enfermé. Et toutes ces personnes-là, tous les commentaires que je reçois, très souvent je reçois le calme, la précision, la douceur. Donc, cette chose qui était une faiblesse est devenue une force. Et c'est ce que je veux partager avec toi. Quelque chose qu'on peut aborder sur toi peut devenir une force, soit dans le domaine dans lequel tu es ou dans un autre. On ne sait jamais. Il y a un processus entre les deux. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Je me suis perfectionné dans ce domaine-là de communication. J'ai travaillé, j'ai recherché, je me suis soumis à des mentors. J'ai commencé à écouter, j'ai pris des formations en ligne. J'ai essayé des choses pour perfectionner cette communication que je n'avais pas. Tout en gardant ma personnalité et mon calme, qui était au final ma force. Donc pour dire un message pour toi, c'est ta condition n'est pas ta conclusion. Ce que tu vis présentement, le jugement que tu as, on te juge et on dit tu peux pas être directrice d'entreprise, tu es une femme. On dit les Noirs peuvent pas faire des affaires comme ça. Tu peux pas réussir dans tes études, tu as eu trop d'échecs. Ou on te juge, comment tu peux être en couple avec quelqu'un comme ça? Toi qui es d'une certaine nationalité. On peut te juger, on peut te critiquer. T'as tel âge, comment t'es pas marié à ton âge? Ta condition n'est pas ta conclusion. C'est pas fini. Mais il y a une partie importante que je viens de dire, que je vais répéter. Il faut te soumettre à des mentors. Il faut avoir des gens qui sont là pour t'aider. Des gens qui vont te conseiller. Des gens qui vont t'amener au prochain niveau. Je ne les nommerai pas aujourd'hui, mais il y a tellement de personnes qui m'ont aidé dans mon parcours. Énormément. Donc, suite aux conférences, on a fait ce que je suis présentement, là où je suis présentement plutôt, qui est le Studio MP. Studio MP à Longueuil qu'on a ouvert en 2023. Notre studio, ma femme et moi, on travaille là. Tous les jours, on est là. Tous les jours, on travaille. Juste même présentement, elle est là derrière avec notre petit-fils. Donc, on est là, on travaille dans notre entreprise. C'est incroyable toutes les choses qui se sont passées ici. Les gens qu'on a rencontrés, les artistes qui sont venus ici. Les personnes qui sont venues faire leur activité, leur événement, leur podcast, leur séance d'enregistrement, leur anniversaire, leur baby shower. Donc, le Studio MP qu'on a créé est devenu une source d'aide pour plusieurs personnes pour réaliser leurs projets et leurs rêves. Donc au final, je pense vraiment que tout ça ne serait pas arrivé si j'aurais pas pris 2 décisions. La première était en 2018 de me lancer dans le domaine musical, parce que là on est dans le studio, à l'intérieur des studios MP. Et le deuxième, c'est de ne pas me laisser définir par le commentaire des autres. 2 choses vraiment importantes que je partage avec vous, c'est de prendre les bonnes décisions. C'est facile de se dire, je vais prendre une bonne décision. Mais c'est dur de passer à l'action. Comment passer de je vais prendre une bonne décision et arriver à passer à l'action? Bien, comme j'ai dit, c'est l'entourage, l'environnement. L'environnement dans lequel tu es, de qui tu t'entoures, qu'est-ce que tu consommes? Est-ce que les choses que tu consommes peuvent te consumer? Si tu consommes de l'information, des nouvelles, des mauvaises nouvelles, des mauvais commentaires, ça peut finir par te consumer et te dire « moi je peux pas y arriver ».
Si tu t'entoures de bonnes personnes, tu consommes de bonnes choses, des vidéos comme celle-ci qui encouragent, des motivations, tu assistes à nos conférences, à nos ateliers, tu viens au studio MP, tu viens te former, tu retournes aux études si c'est ça pour toi, je sais pas. Tu te soumets à un mentor. Si tu fais ça, je te dis que c'est plus facile encore de passer de décision à action. L'entourage et l'environnement, je vous dis. C'est les deux clés. Donc pour passer à l'action, oui, il faut s'entourer. Oui, il faut être dans un bon environnement. Mais il faut aussi avoir en tête que ça ne va pas se passer de la manière que tu veux, mais aussi dans le timing que tu veux. Ça a pris 3 ans pour que je finisse par découvrir le domaine musical. Et au final, ça a pris environ 5-6 ans, à peu près 5 ans pour ouvrir le studio dans lequel on travaille à temps plein. On ne sait jamais combien de temps ça va prendre, mais c'est pas fini. Comme je dis toujours, il est encore possible en 2024 de se fixer des objectifs et de les atteindre. Mais pour y arriver, il faut accepter le défi qui est devant toi pour découvrir le potentiel caché à l'intérieur de toi. C'est vraiment important. Je sais qu'il y a du potentiel à l'intérieur de toi. J'ai tellement rencontré de personnes, j'ai énormément de témoignages suite à des conférences, des choses que je ne croyais pas en eux. Et tout de suite après, ils ont commencé à reprendre courage. Tellement de choses que j'ai entendues, des exploits qui ont été faits par des gens qui ne croyaient pas en eux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses en ce moment, mais je sais que le potentiel à l'intérieur de toi est immense et il dépasse tout ce que tu peux imaginer et penser. Si j'ai pu passer de quelqu'un de timide qui ne voulait pas parler à faire des conférences et à ouvrir ce studio, qui n'est pas extraordinaire, mais qui a une ambition que j'avais, un projet que j'avais, qui s'est réalisé, à combien plus forte raison que toi, tu peux réaliser le projet que tu as dans ton cœur. C'est tellement important de se rappeler qu'on a du potentiel et on peut accomplir des choses dans lesquelles on ne se sent peut-être pas capable d'y arriver. Mais moi, je sais que tu es capable. Et mon but, c'était de t'encourager. C'est pas de te raconter une histoire, mais de t'encourager, de te laisser savoir que oui, il y a de la place pour toi dans ce que tu veux faire et dans ce que tu veux accomplir. Et oui, c'est possible pour toi d'y arriver. Donc, le studio MP dans lequel on est, petite annonce spéciale. Certains le savent, mais pour ceux qui ne savent pas, on est en pleine expansion. Donc, on est dans un local d'environ 700 pieds carrés. Là, on est dans la pièce d'enregistrement, présentement. On va passer de ce local à 3 locales. Donc, on va avoir le bâtiment complet, le bâtiment dans lequel on est présentement. 3 étages en bas. Ici, on est au 2e et le 3e étage. On va avoir plusieurs activités. Il va y avoir des conférences, il va y avoir des ateliers, il va y avoir des formations dans plusieurs domaines qui vont être donnés ici. On va agrandir aussi les offres de services qu'on a. Il y aura un espace style lounge qui pourra avoir juste des 5 à 7, des événements, des activités. Et comme j'ai dit, recevoir aussi des jeunes, des gens pour des conférences. On va vraiment avoir un espace dédié aux jeunes pour vous recevoir. Recevoir les jeunes, des ateliers, des conférences, des formations. Je vous dis, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir. Tout est dans la décision que tu vas prendre. Et cette décision commence maintenant. Quelle décision tu vas prendre aujourd'hui pour ce qui va arriver dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Quelle décision tu vas prendre aujourd'hui? J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo qui est mon parcours. En ce jour qui est mon anniversaire, j'ai 29 ans. Bientôt 30. Là, c'est incroyable. En tout cas, j'ai 29 ans et je voulais faire cette vidéo juste pour t'encourager à persévérer et à atteindre le prochain niveau. Sur ce, c'était Justin Bayabong. Je te dis merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt.